Très apprécié. Alors, bonjour tout le monde. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je me présente, Charles Bonhomme, aux communications et affaires publiques à la Fondation David Suzuki. Donc, très heureux d'animer ce panel sur la justice climatique aujourd'hui. Alors, un petit peu de contexte avant de prendre place à la discussion, hein. On entend souvent l'expression justice climatique. Mais est-ce un simple synonyme de lutte au changement climatique? Pourquoi ce concept de justice est-il indispensable aux discussions et aux négociations climatiques? Qui sont ces populations les plus affectées par les crises climatiques et comment? Quels sont les outils dont nous disposons pour établir l'équilibre? Quelle est la place du pouvoir des citoyens dans cette bataille? Alors, lors de ce panel, on tissera des liens entre les différents enjeux des justices climatiques et environnementales qui sont prioritaires à Montréal, au Canada et à travers le monde. Alors, pour discuter de ces thèmes-là, nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui avec nous Denise Burns, directrice générale à Oxfam Québec. Bonjour Denise. Saba Khan, directrice générale pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki. Bonjour Saba. Et Joëlle Vincent, fondatrice de Via Conseil et présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Bonjour Joëlle. Et Félix Lorrain-Landry, titulaire d'une maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers et d'un baccalauréat en biologie de l'UQAM. En plus de partenariats académiques, il collabore régulièrement aussi avec d'autres organismes s'intéressant aux forêts urbaines, au changement climatique ou à l'environnement. Donc, merci beaucoup, Félix, d'être avec nous. Bonjour. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Une petite question d'introduction pour mettre la table. Une petite question pour Joël et Saba. Dans vos mots, qu'est-ce que ça signifie justice climatique? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Alors, peut-être que je laisserai la parole à Saba pour commencer. Pourquoi pas? Merci Charles. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, la justice climatique, bon, pour moi, la notion de la justice climatique est intrinsèquement liée au principe d'équité et ça doit nécessairement encadrer la coopération internationale sur le climat. Quand les actions que nous menons face au changement climatique sont guidées et informées par la justice climatique, ça veut dire qu'elles prennent en considération la réalité que nous ne sommes pas toutes et tous égaux en termes de notre vulnérabilité à la crise climatique, en termes de notre responsabilité historique pour cette crise et en termes de notre capacité d'y répondre. En plus, c'est une notion qu'on trouve dans le préambule de l'accord de Paris. Si l'action climatique d'un pays est fondée sur une approche strictement environnementale, elle peut renforcer des inégalités sociales. Par contre, une approche basée sur la justice climatique prendrait en considération les droits humains, les droits des peuples autochtones, les droits des migrants, des enfants, l'égalité des sexes, le principe d'équité intergénérationnelle aussi. De plus, je pense qu'il faut se rappeler que la notion de la justice a plusieurs dimensions. On peut parler de la justice représentationnelle ou participative, la justice distributionnelle, la justice procédurale, juste pour en nommer quelques-unes. Alors qu'on parle de l'importance de la justice représentationnelle dans le contexte des négociations internationales sur le climat, on met l'accent sur la pluralité des voix qui sont présentes ou non aux tables de négociation. Quand on parle de la justice distributionnelle, on met l'accent sur le fait que les risques et gains de l'action climatique doivent être distribués de façon égalitaire et protéger les populations qui sont les plus vulnérables à la crise climatique. En bref, la notion de justice climatique, ça nous rappelle que pour bien veiller à l'intégrité des écosystèmes de la Terre, il faut aussi bien veiller à tous les peuples de la Terre, car nul n'est plus important que l'autre. Merci beaucoup, Saba, pour ces mots d'introduction, hein, où on a plusieurs définitions de la justice. Donc, ça peut paraître assez large souvent, qu'est-ce que c'est la justice. Donc, merci d'avoir donné des exemples concrets. Merci beaucoup, Saba. Joël, je laisserai la parole maintenant. Oui, j'aimerais juste dire d'entrée de jeu que je suis la non-experte du groupe en termes environnementaux et de justice climatique. Donc, je vais vous donner mon point de vue de citoyenne impliquée, si on veut. Pour moi, en fait, la notion de justice climatique revient au fait que ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui ont pu bénéficier de toutes les actions qui ont mené au changement climatique qu'on vit aujourd'hui et que ce seront probablement ces mêmes personnes qui n'en ont pas bénéficié qui vont malheureusement écoper le plus dans les actions qu'on pourrait prendre pour remédier à la situation. Donc, il faut être très prudent dans la façon dont on va s'attaquer au problème pour s'assurer qu'on ne crée pas encore plus d'injustice en pénalisant ces gens-là qui n'ont pas bénéficié finalement de toutes les retombées de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Donc, c'est un peu ma définition de non-experte citoyenne impliquée et très préoccupée par la situation climatique actuelle. Merci beaucoup, Joël. Rappelons-nous aussi, l'idée ici des dialogues, c'était d'avoir une pluralité des idées. Donc, vraiment, on peut tous être experts dans nos différents milieux, mais aussi en tant que citoyens et citoyennes, on a tous aussi notre part à jouer, puis on a toute notre façon de voir les choses. Donc, c'était super bien dit. Donc, merci beaucoup, Joël, pour cette invention très riche. Deuxième petite question, maintenant pour Denise et Félix. Pourquoi parler de justice climatique plutôt que de lutte au changement climatique? Alors, souvent, on confond un peu les deux, on se dit que l'un et l'autre sont ensemble, mais on entend souvent la lutte au changement climatique, combattre, contrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous, justice climatique? Puis quelle est la différence entre ces deux termes-là? Alors, je laisserai peut-être la parole à Denise. Merci. Puis, Joël, je veux juste dire que je ne suis pas une experte en changement climatique non plus. Je suis quelqu'un qui milite pour la justice pour les gens depuis de longues années. Et dans ce cadre-là, on frappe les enjeux qui touchent les gens, dont les changements climatiques. Donc, moi non plus. Pour moi, je pense que l'importance de parler de justice climatique, c'est parce qu'on remet les humains au centre de la discussion. Parce que souvent, quand on parle de changement climatique et on va dans les négociations internationales, on tombe beaucoup dans les enjeux de carbone, de réduction des émissions. C'est très important. Mais la justice climatique remet l'humain au centre des préoccupations. Et pour nous c'est très important parce qu'il faut avoir une discussion sur les changements climatiques qui parle des droits humains aussi et qui parle des droits de chaque personne d'avoir des moyens de subsistance, de pouvoir gagner sa vie, de pouvoir aspirer à du bien pour sa famille. Fait que pour nous, c'est très important, la justice, parce que ça nous pose les questions de qui pollue le plus, qui pollue le moins, qui subit les conséquences le plus, et qui est à la table de discussion pour parler de comment ça les affecte et quelles sont les solutions qui vont répondre aux besoins des gens qui le vivent au quotidien. Fait que pour nous, ces questions-là sont fondamentales parce que sinon, la question technologique est très importante, mais si on oublie l'humain et la question humaine là-dedans des droits, on va aller dans beaucoup de questions technologiques, mais qui ne seront pas accessibles non plus à une bonne partie de la population qui subit les conséquences. Ah, c'est super bien dit. Puis, tu sais, ce que j'entends aussi dans ça, c'est qu'on entend beaucoup de changement climatique, beaucoup de données scientifiques, beaucoup d'opinions d'experts, mais on oublie toujours que derrière ces thématiques ou ces enjeux complexes, il y a des gens qui vivent des situations très déplorables. Et donc, super bon point. Merci beaucoup. Félix, je te laisserai peut-être la chance de répondre aussi à cette question-là. Oui, certainement. Merci, Charles. Alors, pour ce qui est de la lutte plutôt que la justice climatique, en fait, je pense que c'est pertinent de parler de ces deux termes-là qui rejoignent deux niveaux différents. D'abord, la lutte, pour moi, ça correspond plutôt à la réduction de ce qui cause le problème. Donc, dans notre cas ici, des changements climatiques, on va parler de réduire les gaz à effet de serre. Donc là, il y a déjà une forme d'injustice parce que certains pays, comme Joël le disait, ont produit énormément plus, puis c'est d'autres pays qui vont subir les impacts nocifs de ça. Donc, ce niveau-là, la lutte, ça serait au niveau des gaz à effet de serre, tandis que si on parle de justice, à mon avis, là, ça devient encore plus pertinent de parler d'adaptation ou de mitigation des impacts nocifs des changements climatiques. Ça devient nécessaire à ce moment-là de parler de justice, à mon avis. Donc, dans un contexte global, certaines populations vont subir énormément plus d'impacts négatifs que d'autres. C'est les conséquences des actions de gros pollueurs d'autres pays, généralement, que ces personnes qui subissent les impacts. Et c'est un résultat de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Donc, ces populations-là devraient, dans une optique d'équité ou de justice climatique, profiter de leviers pour éviter d'autres catastrophes ou au moins mitiger ce qui s'en vient. Puis, à mon avis, ce phénomène-là, bien qu'il y ait une ampleur globale, se produit également à plus petite échelle, donc jusque dans nos villes. Lorsque certaines populations bénéficient d'une infrastructure de mitigation des risques climatiques qui est déficiente ou encore qui sont exposées à encore plus par exemple, de pollution ou d'impact néfaste que d'autres populations. Alors, ça faisait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Je vais arrêter là un peu parce que je suis certain qu'on va discuter un peu plus en détail de tout ça plus tard. Ouais, c'est un très bon point. Hein. On pense souvent au changement climatique au niveau terrestre, planétaire, les différents continents, mais c'est vrai qu'à l'échelle municipale, on peut avoir énormément d'impact. Puis qu'il y a des injustices aussi dans nos municipalités. D'ailleurs, on a vu les résultats des élections, ça montre qu'il y a un grand engouement envers l'adaptation, la mitigation et l'adaptation au changement climatique. Donc, très bon point, très bien expliqué. Alors,
Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans les exemples concrets, là, on a parlé un peu de la définition entre la justice climatique, la lutte au changement climatique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en pense. C'est bien beau, mais concrètement, là, donnons un peu des exemples aux participants. C'est quoi un exemple concret d'inégalité environnementale qui vous préoccupe particulièrement, que ce soit au niveau du Québec, du Canada ou même de Montréal? Là, si vous avez des exemples concrets, ça serait bien apprécié d'en entendre. Je ne sais pas si quelqu'un voulait commencer pour débuter le débat. Oui, Joël. Bien, moi, puis sûrement que Félix pourra compléter avec beaucoup plus de données puis d'informations qui ont été vérifiées, mais c'est sûr que moi, j'ai voulu m'impliquer au niveau de l'Est de Montréal, qui est probablement le territoire qui regroupe le plus de gens vulnérables, potentiellement au Québec. Bon, je ne veux pas parler à travers mon chapeau. J'ai l'impression que c'est un peu cette situation-là qu'on vit et certainement que cette population-là vit davantage d'injustice au niveau même climatique déjà. On l'a vécu là, dans les différentes canicules qu'on a eues cet été. Juste la pandémie aussi, hein? Tout le monde a voulu investir la nature, les parcs, etc. Dans l'Est de Montréal, il y a beaucoup moins de cette possibilité-là. Les îlots de chaleur aussi, la facilité à se déplacer. Donc, moi, c'est une situation que je trouve très préoccupante par rapport à la population qui vit dans ce secteur-là de Montréal. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'impliquer pour changer les choses. Mais certainement que peut-être Félix pourra donner davantage de détails à ce sujet-là. Moi, c'est un peu les injustices que j'ai l'impression qui sont vécues par la population que je tente de représenter pour améliorer cet aspect-là, certainement. Oui, puis pour enchérir, là, je suis tout à fait d'accord. On entend beaucoup là, ce qui se passe dans l'Est de Montréal, puis ça a été d'ailleurs un des enjeux, un des enjeux principaux là, des campagnes aux élections municipales là, dans l'Est de la ville, donc l'environnement, puis par rapport aussi aux injustices qui se font. Donc, très bon point. Peut-être que Félix, est-ce que tu voulais renchérir à ce niveau-là aussi? Bien, certainement, je peux rebondir sur ce que Joël disait, parce que justement, Joël, tu as un point de vue qui est plus terrain, donc tu constates des choses, puis comme tu disais, dans la science aussi, on constate des choses qui sont un peu similaires. Alors justement, moi, en tant que chercheur qui s'intéresse aux enjeux d'inégalité environnementale dans les villes du Québec, bien, je peux dire que certaines populations de nos villes, là, donc par exemple Montréal ou ailleurs au Canada comme Toronto, possèdent des infrastructures vertes, donc dans ce cas-ci, par exemple, parlons de la forêt urbaine, la canopée, qui sont nettement plus performantes que d'autres. Certains quartiers beaucoup plus performants, beaucoup plus d'infrastructures vertes que d'autres. Dans ces quartiers-là, on va généralement trouver des populations qui sont soit plus riches ou soit plus blanches. À l'inverse, on observe que des quartiers plutôt gris, plutôt bétonnés, vont abriter généralement des populations qui sont plus pauvres et, dans bien des cas aussi, multiculturelles. Donc, connaissant tous les avantages que va apporter la nature dans les milieux urbains, donc on parle ici, par exemple, comme tu disais, de réduction des îlots de chaleur, réduction du ruissellement, on parle aussi de pollution atmosphérique ou même de pollution sonore, aussi d'autres avantages qui sont plutôt culturels, comme la cohésion sociale ou le sentiment de sécurité dans un quartier. Bien, il devient clair que ces populations-là sont clairement désavantagées au point de vue de la résilience au changement climatique. On s'attend à des vagues de chaleur, par exemple, plus intenses dans le futur, puis on sait que les vagues de chaleur causent des milliers d'hospitalisations, même des centaines de décès par année à Montréal. Bien, la présence d'une égalité environnementale favorise également la concentration de ces impacts dévastateurs de ces impacts dévastateurs-là dans les quartiers plus vulnérables. Je pense donc que l'hétérogénéité dans la distribution, donc tantôt Sabah nous parlait de justice distributionnelle, donc la distribution de la canopée ou des infrastructures vertes en ville, c'est un enjeu important qui devrait nous préoccuper dans le cadre de régler des problèmes de justice climatique. Très bien. Merci, Félix, avec des exemples concrets là, de solutions pour nous aider à contrer ces inégalités-là. Donc, très bien dit. Oui, Denis, je vois que tu as la main levée. Je voulais parler d'un exemple peut-être à l'extérieur du Canada, mais avant, je voulais juste ajouter une petite statistique sur ce qu'ils ont dit Joël et Félix. Il y a quelques années, Oxfam Québec a participé à une recherche sur l'espérance de vie dans différents quartiers de Montréal. Et ça regardait justement des faits comme, oui, les accès à des infrastructures sociales, mais aussi vertes et la santé environnementale. Et ça démontrait clairement qu'un enfant né à Hochelaga-Maisonneuve avait 9 ans de moins d'espérance de vie que quelqu'un qui était né à Westmount. Et
on peut comparer les deux quartiers en termes de température, d'infrastructure. Donc, c'est un impact très large. Mais moi, je voulais ramener peut-être à la question de l'eau. Nous, on travaille beaucoup avec des communautés où il n'y a pas de point d'eau, où il n'y a pas d'eau courante. Donc, ce sont les femmes, comme on le sait, qui vont chercher l'eau. Et elles constatent vraiment des changements notoires. Si je parle juste du Guatemala, qui n'est pas très loin du Canada, on parle de l'Amérique centrale, les femmes ont noté sur une période donnée que le temps qu'elles consacrent pour aller chercher l'eau a doublé, pour atteindre des fois jusqu'à 8 heures par jour dans certaines communautés pour les femmes et les filles. Donc ça, ce sont des femmes et des filles qui n'ont plus le temps d'aller à l'école, de trouver un emploi, de développer une entreprise ou de s'épanouir de d'autres façons. Donc, ces filles qui ne vont plus à l'école parce qu'elles vont chercher l'eau et ces femmes, elles s'enferment dans un cycle de pauvreté qui se répète. Et on ne peut pas imaginer, nous, passer 8 heures de notre jour à aller chercher de l'eau, mais c'est ça leur réalité au quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens, et c'est là que la voix des gens et leur vécu est très important à la table, parce qu'on peut parler à un certain niveau, mais de comprendre qu'est-ce que ça change dans la vie des gens au quotidien, c'est extrêmement important. Ouais, 2 exemples très frappants. 9 ans d'espérance de vie dans notre ville, c'est assez choquant. Là, donc, merci beaucoup. C'est super intéressant. Saba, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Si on peut passer à l'autre question. Merci. Juste pour complémenter la posture municipale, pour moi, un exemple d'inégalité environnementale qui me préoccupe beaucoup, c'est l'impact de nos relations économiques mondiales sur les peuples et les travailleurs les plus pauvres au monde. Souvent, on met la blâme sur la Chine pour toute la pollution générée par les industries qui se trouvent sur son territoire, des industries qui ont mené à des centaines de villages de cancer. Ce sont des petites communautés proches d'usines polluantes. Il y a quand même plus que 450 où les taux de cancer sont bien au-delà de la moyenne nationale. Mais les biens qui sont produits par ces industries sont destinés à la consommation globale, incluant au Canada. La plupart de nos chaînes de valeur sont globales et les activités les plus polluantes, la fabrication des biens et le traitement des déchets, se font dans les pays où ces activités sont moins réglementées, mal réglementées ou non réglementées, pendant qu'en Amérique du Nord et en Europe, nous nous jouissons de ces biens sans devoir subir les effets néfastes liés à leur production ou à leur élimination. Alors pour moi, pour répondre effectivement aux problèmes écologiques, il faut non seulement renforcer les règles environnementales, il faut revoir toutes nos ententes commerciales et nos relations économiques de libre-échange pour y intégrer des principes environnementaux. Ouais, c'est incroyable parce qu'on a des exemples là, vraiment à Montréal, ailleurs dans le monde comme au Guatemala, des statistiques aussi, puis des solutions, mais on remarque aussi que c'est vraiment un problème qui est global à l'échelle internationale, puis que c'est une question qui est très complexe. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Donc, mobilisons-nous là, pour adresser ces sujets-là. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Alors là, j'ai une question plus générale, donc pour tous. On évolue aujourd'hui dans un contexte climatique où les inégalités environnementales sont plus présentes que jamais et parfois exacerbées par les politiques climatiques mises en place. La justice climatique est devenue un concept clé pour lutter contre ces différentes inégalités. Selon vous, sur quel enjeu on devrait se concentrer à l'heure actuelle en termes de justice climatique? Il y en a plusieurs, là. Mais si on en avait à en choisir un. Autrement dit, quelles sont les priorités à vos yeux et quelles sont les approches à adopter face à ces différents enjeux? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer d'emblée. Joël, peut-être, Denise? Oui, je veux bien. Ouais. Je veux juste pas toujours... moi, j'ai envie de proposer, peut-être, je suis quelqu'un de plus de global, OK? Je suis un petit peu moins dans le plan d'action par la suite. Mon apport à la Chambre, en fait, est d'amener une vision et de proposer une façon différente de faire les choses. En fait, c'est ce que je suis en train de tenter de faire avec la Chambre de l'Est, qui est définitivement un terreau très, très fertile pour pouvoir proposer là, un 180 degrés par rapport à comment on fait les choses. Puis moi, ma proposition, c'est de revoir comment on voit le développement économique. J'ai envie de m'arrêter après le mot développement, mais bon, je suis présidente d'un CA d'une chambre de commerce, donc je dois tenir compte de l'aspect de l'économie, mais je pense qu'il faut réfléchir différemment en 2021, puis pour les prochaines années, comment on fait le développement
économique, mais disons le développement de nos territoires. Moi, je veux proposer à nos membres, à la Chambre, une façon vraiment renouvelée de voir le développement. On a envie, nous, de pouvoir représenter toutes les parties prenantes qui se trouvent sur le territoire de l'Est de Montréal. Bien entendu, les entreprises qui s'y trouvent, mais également les personnes qui y vivent, les personnes qui y travaillent, tous les types d'organisations. On a beaucoup, nous, d'OBNL, d'entreprises d'économie sociale au sein de nos membres. On en veut encore plus. On veut bien les représenter. Puis aussi le territoire comme actif environnemental et de les considérer sur un même pied d'égalité dans notre prisme décisionnel pour pouvoir faire du développement. Et en le voyant comme un écosystème, si chacune des parties prenantes va bien, ben l'ensemble va bien aller, puis les retombées au niveau du développement, incluant le développement économique, qui devra se faire de façon différente si on veut considérer la globalité de notre problématique climatique mondiale. Mais je pense qu'il faut réfléchir autrement et voir l'aspect économique sous un autre angle. Fait que c'est un peu chapeau global, là, au niveau municipal ou en tout cas au niveau local, si on veut. Après ça, comment on va s'y prendre? Ben, on est en train d'amorcer notre réflexion, notre planification stratégique, puis on aura un plan d'action qui arrivera avec des solutions beaucoup plus concrètes. Mais moi, mon défi, c'est de faire adopter cette vision-là puis d'en faire un modèle à suivre pour les autres organisations de développement économique également. C'est super concret. Merci beaucoup, Joëlle. Puis, habituellement, traditionnellement, du moins, on entend beaucoup le discours économique des chambres de commerce. Et puis là, on entend une volonté d'avoir un regard plus social, plus englobant, plus holistique. Donc, c'est très louable. Donc, merci beaucoup, Joëlle. Oui, Denise. À vous la parole. Je vais faire du pouce parce que moi, je trouve ça très intéressant, ce que vient de dire Joëlle, parce que pour moi, la justice, il y a plusieurs facettes à la justice. Sabah en a parlé en début. La justice climatique, elle est liée aussi à la justice économique. Elle est liée à d'autres types de justice. Et donc, la question d'avoir les différents acteurs à la table, parce que je disais tantôt, les absents, les autochtones, les femmes, beaucoup moins que les hommes, les jeunes qui ne sont pas là et qui, eux, c'est leur futur qui est devant eux. Les amener à la table va nous permettre de trouver des solutions holistiques qui répondent à la communauté et non à certains intérêts seulement de la communauté. Puis quand je reviens à la question de justice économique, mais je pense qu'il y a un outil qu'on a et c'est la taxation plus juste. Parce qu'on parle beaucoup, les gouvernements parlent beaucoup de comment on va financer des transitions, des changements dans justement notre modèle économique. Mais on a des outils de taxation qui peuvent être beaucoup plus équitables, qui taxent justement beaucoup plus les riches, les grands pollueurs, pour justement financer justement des entreprises vertes, des transitions, même la formation technique de jeunes et de femmes pour pouvoir profiter de cette transition, parce qu'on peut faire une transition technologique, puis là, c'est les mêmes personnes derrière nous pour le futur. Donc, je pense que c'est un outil qu'ont les gouvernements, mais il manque de volonté politique par rapport à ça. Et c'est là que les citoyens peuvent avoir un levier. Donc, je reviens aux citoyens, Joëlle, encore. On se recoupe. Peut-être avant de penser à Félix et Sabah, je remarque qu'on a un commentaire dans le chat qui est super pertinent, donc de Virginie Roy, qui fait du pouce sur la statistique de Denise sur l'espérance de vie. Donc, on vient de voir là, dans le chat que l'espérance de vie est de 8 ans plus grand en Haute-Ville de Québec qu'en Basse-Ville. Donc, on remarque que c'est pas juste à Montréal, mais dans toutes les municipalités du Québec et j'imagine du monde. Donc, merci Virginie pour ce partage fort intéressant. Donc, oui, peut-être, Sabah, à ce niveau-là, si tu voulais peut-être parler d'un enjeu là, sur lequel on devrait se pencher, puis c'est quoi nos approches qu'on voudrait adopter face à ces enjeux-là? Oui, juste pour continuer sur le point que Denise a soulevé, on est en pleine négociation de COP maintenant en ce moment. Alors, dans le contexte des négociations internationales, un des enjeux importants, c'est que nos processus de négociation ne sont pas inclusifs. C'est ce qui renforce les inégalités environnementales vécues par les populations les plus vulnérables, des populations qui ont très souvent moins d'agences politiques dans leur pays comparé à la population générale. Et le fait que c'est seulement les pays qui sont considérés comme membres de l'accord de Paris et que les acteurs non gouvernementaux ne sont
considérés qu'observateurs, ça a un impact sur les décisions qui sont prises et sur l'ambition des ententes, l'ambition des règles, des techniques qui sont négociées. Puis finalement, je pense qu'on ne peut pas accepter que les pays membres de l'accord de Paris continuent à interdire l'accès des observateurs dans les salles de négociation. Il y a d'autres formes de coopération internationale beaucoup plus inclusives. Par exemple, l'Organisation internationale du travail, c'est une autre agence de l'ONU. Les membres sont des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Alors, c'est une structure tripartite qui augmente l'acceptabilité sociale des conventions et des traités et d'autres instruments qui sont développés par l'agence. Il y a aussi d'autres modèles de coopération internationale, plus justes, plus inclusifs. Par exemple, en 2016, l'Union pour la conservation de la nature a adopté une décision historique. Son assemblée de membres a voté pour la création d'une nouvelle catégorie de membres pour les organisations des peuples autochtones. C'est une décision vraiment historique qui va permettre aux peuples autochtones de s'exprimer en tant que membres à part entière de l'Union. C'est important. En plus, le Conseil de l'Arctique, c'est un autre forum de coopération internationale inclusive. C'est composé de 8 États de l'Arctique et un autre forum et 6 organisations internationales de peuples autochtones qui sont des membres, des participants permanents. Et normalement, les décisions doivent être prises par consensus. Ça veut dire que tout le monde, les États et les groupes doivent accepter les décisions. Alors, en bref, l'exemple de l'OIT, l'UICN, le Conseil d'Arctique nous démontre que c'est possible de mettre en œuvre des approches au multilatéralisme plus juste, et ça fait aussi partie de décoloniser le droit international. Alors, ouais, c'est ce point que je pense que j'ai terminé là. Ah, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des forums entre les communautés et des organisations. Avant, on avait tendance beaucoup à voir ce genre de forum-là ou d'organisations où c'était en silo. Donc, c'est important de commencer à désilonner, décoloniser les pensées puis travailler tous ensemble vraiment si on veut avoir un empreinte là, puis des actions concrètes. Donc, merci Saba pour ces exemples-là. Félix, si jamais tu voulais rebondir là-dessus ou rebondir plus ou moins. Moi, ma recherche, ça se situe plutôt à un niveau local, là, plus au niveau des villes. Donc, quand on parle de des forums internationaux et tout, c'est pas quelque chose sur lequel je peux commenter de manière efficace. Mais je peux quand même parler un peu d'enjeux qui nous touchent un peu tout le monde à Montréal. J'en ai déjà parlé un petit peu tantôt, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe dans le milieu de vie là, des gens ici à Montréal. Puis je dirais qu'au Canada, on a 80% des gens, des résidents, des Canadiens qui habitent en ville. Donc, pour aller faire des actions climatiques ou des actions en lien avec la mitigation des changements climatiques, il faut aller s'intéresser aux villes. Bon, c'est sûr qu'il y a des enjeux qui se déroulent aussi au niveau de l'agricole, forestier, par exemple. Mais comme je vous disais tantôt, ce qu'on observe à Montréal, c'est qu'on a des quartiers qui sont pas mal plus verts que d'autres. Puis il se trouve que ces quartiers-là contiennent des populations plus vulnérables. Or, de manière à combler l'écart entre la situation des plus riches et des plus vulnérables dans les villes du Canada, pour réduire cette inégalité-là, il faut nécessairement verdir. Donc, pour moi, un des points que je pousserais pour limiter les inégalités environnementales dans les villes du Canada, ça serait de verdir les quartiers qui en ont le plus besoin. Donc, il faut nécessairement agir dans ce sens-là. Il va donc falloir favoriser le verdissement de quartiers qui sont laissés de côté. Donc, je pense ici, par exemple, au cas de Parc Extension ou de Saint-Michel. Tantôt, Joël parlait aussi de l'Est. C'est aussi une région, un endroit où il y a relativement peu de couverts forestiers, mais dans ces quartiers-là, Parc Extension, Saint-Michel, c'est parmi les quartiers les plus densément peuplés, multiculturels et où le revenu médian est pas mal inférieur à la médiane montréalaise. Ce sont des quartiers qui sont résidentiels, donc dans lesquels les gens habitent. Et c'est ces quartiers-là qu'on trouve le moins d'arbres. Donc moi, je trouve qu'il y a il y a un problème à ce niveau-là. Les gens devraient bénéficier de la nature en ville dans leur milieu de vie. Alors, les inégalités, oui, se trouvent aussi dans les arbres, mais ne se trouvent pas exclusivement là. Donc, aussi dans les services, les infrastructures qui permettraient à ces populations-là de faire mieux face au changement climatique. On peut parler de parcs, oui, de piscines aussi, de bibliothèques, de services d'aide à domicile pour les personnes âgées, etc. Il y a énormément d'exemples, mais tout ça, ce sont des facteurs qui contribuent à creuser l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, ces services-là qui sont fournis à la fois par la nature et bien aussi par, finalement, notre infrastructure de gouvernance. Donc, il faudra miser, à mon avis, sur le dynamisme
intrinsèques de ces communautés-là pour faire aussi des initiatives qui ont le potentiel d'améliorer les choses à long terme. Alors, c'était ma petite parenthèse. C'est très bien dit. Puis je pense que, en tout cas, dans les médias, là, puis lors des élections municipales, on a bien vu que l'urbanisme était au cœur là, des discussions. Donc, on voit vraiment là, l'importance là, de miser sur des infrastructures vertes et plusieurs autres solutions. Hein. On pense que les arbres, c'est la seule solution. C'est une solution qui est super importante, mais il y en a plusieurs autres. Donc, vraiment super intéressant, Félix. Puis, d'ailleurs, là, il y a énormément de conversations sur les espaces verts puis les îlots de chaleur. Donc, il va falloir que nous, en tant qu'experts, mais aussi que nos gouvernements s'y penchent pour vraiment s'assurer d'arriver avec des solutions pour ces populations-là. Donc, merci beaucoup à vous quatre. Une autre question pour tout le monde, pourquoi pas? Hein? Alors, on peut s'attendre à un changement drastique dans les mentalités dans les années à venir. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement drastique dans les mentalités dans les années à venir ou il y a encore un trop grand travail à faire pour mettre cet enjeu à l'agenda public? Quels sont les endroits ou les idées qui ont fait du chemin récemment, puis quelles sont les choses qui n'ont pas encore bougé? Hein, parce que on peut en parler dans les organisations spécialisées. On pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, mais est-ce qu'on pense que ça a pris assez d'espace dans l'espace public ou c'est encore un sujet qui est mal connu? Donc, on va peut-être laisser quelqu'un d'autre commencer. Peut-être, Saba, si tu voulais bien commencer. Ouais, je vais commencer, puis je pense que c'est important de parler de la crise écologique d'abord. Les gouvernements ont toujours eu tendance à mettre l'accent sur la consommation et sur la responsabilisation des citoyens, des consommateurs. Quand on parle de la crise écologique, les gouvernements sont très, très réticents à se tourner vers le problème de la surproduction, sur la nécessité de transformer nos systèmes de production si on veut arrêter la dégradation environnementale. Alors, je pense que quand même, on entre dans un nouvel espace parce que suite au rapport récent du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, l'Agence internationale de l'énergie aussi, ils ont soumis un rapport. On voit que plusieurs États reconnaissent maintenant qu'il faut arrêter l'exploitation des énergies fossiles et ils sont prêts à adopter des normes contraignantes à cet égard. Québec a fait une annonce vraiment historique, sans précédent au Canada. Ça aide aussi que les systèmes de droit et les tribunaux partout dans le monde sont de plus en plus saisis des questions reliées à la responsabilité des États et des corporations pour les changements climatiques. Puis grâce à la multiplication des litiges climatiques, on voit l'évolution vraiment de nouvelles normes juridiques. Mais les litiges sont longs, peuvent durer des années. C'est pas comme un moyen efficace de lutter contre le réchauffement planétaire. Alors, je pense qu'on doit continuer à mettre la pression politique sur nos décideurs publics pour qu'ils nous proposent des plans concrets pour les prochaines années et non seulement des objectifs pour 2050. C'est intéressant d'avoir aussi cette perspective-là de droit puis ce qui se fait. D'ailleurs, il y avait eu un jugement qui avait été fait aux Pays-Bas sur une des grandes pétrolières là, à ce niveau-là. Donc, très intéressant. Puis, si je peux rajouter mon grain de sel aussi à ce niveau-là, on lit beaucoup là, dans les journaux, plus qu'avant, plus que jamais, là, d'ailleurs, sur les changements climatiques et tout, mais il y a vraiment là, la partie de justice climatique qui, je crois, n'est pas assez présente dans l'espace public puis dans le discours. Donc, oui, parler des changements climatiques, c'est intéressant, mais essayons de pousser un peu la chose pour qu'il y ait vraiment l'enjeu de justice autour des changements climatiques et de la lutte pour contrer ces changements climatiques. Donc, merci beaucoup, Saba. Denise, Félix, est-ce que vous voulez renchérir? Oui, Denise? OK. Je pense que c'est intéressant ce que tu viens de mentionner, Charles, parce que actuellement, nous savons qu'on a plus de personnes déplacées dans le monde par des événements climatiques extrêmes qu'on n'a jamais eu. On parle d'1,6 milliard de personnes qui se déplacent pour des raisons liées au changement climatique, que ce soit des sécheresses, des inondations. Ça augmente et nous, on le voit dans les pays où on travaille où des fois, il y en avait un de temps en temps, puis là, c'est chaque année, ça revient, des événements climatiques importants. Et pour le moment, les pays qui accueillent ces migrants-là ou ces déplacés-là, c'est soit interne à leur pays, donc ils se déplacent à l'interne, une large partie, ou ce sont des pays comme le Liban ou autres qui accueillent les gens face aux conflits aussi, là, mais les conflits se mettent souvent avec des événements climatiques par la suite parce que les conflits déforestent aussi et puis enlèvent des espaces verts. Mais pour le moment, ça nous touche un petit peu moins dans le nord, disons. Et certains pays d'Europe le vivent beaucoup plus que nous
à cause de la proximité avec les pays africains, par exemple, où il y a beaucoup de déplacements de population. On pose la question, est-ce qu'on est prêt à des changements radicaux ou non? Et je pense que malheureusement, dans les sociétés confortables, ça nous prend beaucoup de temps pour être prêt à faire des changements radicaux. Même s'il y a des pans de la population qui le veulent et qui le disent haut et fort, ça reste que la volonté politique pour changer le modèle économique n'est pas fort parce que ça marche. Puis les gens qui en tirent profit, et c'est ça. Mais je crois qu'on voit des signes encourageants. D'une part, les mouvements jeunesse deviennent planétaires. Ça, c'est intéressant. Ce n'était pas le cas. Chacun était dans son coin. On voit des mouvements planétaires qui s'organisent. Et ce qui est, je trouve, fortement intéressant avec les jeunes, c'est comment ils ont, et je pense que le mouvement environnemental apprend des mouvements jeunesse, où on met la discussion sur la question des droits humains aussi, et pas juste sur les questions techniques. Mais aussi, ils font une intersection de les impacts des changements climatiques pour intégrer les enjeux d'exclusion sociale, racisme, d'exclusion de personnes marginalisées pour toutes sortes de raisons. Et ça, je pense, ça crée un mouvement de plus en plus fort. Et on voit dans les dernières élections municipales le nombre de jeunes qui ont accédé à des postes de décision, de mairie et autres. Je pense qu'on va voir ça de plus en plus. Et pour moi, c'est là où on va voir peut-être une bascule parce que arriver dans les postes de décision, ces jeunes ont cette préoccupation pour leur futur et vont forcer la donne. En tout cas, je l'espère. Mais pour le moment, il reste que les personnes touchées ne sont pas encore assez à la table. Mais je crois qu'il y a des mouvements qui vont être incontournables. Et si les migrants climatiques commencent à atterrir massivement sur les côtes de l'Amérique du Nord, je pense que ça va forcer des discussions que certains ne veulent pas avoir. On ne veut pas arriver là. Mais... Ouais, c'est très intéressant. La situation des migrants est préoccupante partout dans le monde. D'ailleurs, je disais récemment qu'on prédisait environ 216 millions de migrants potentiels dans le monde dû au changement climatique. D'ailleurs, j'avais vu aussi quelque chose qui disait que oui, il y a une montée du terrorisme en Afrique du Nord, mais que cette montée de terrorisme-là est aussi liée au changement climatique, étant donné que les gens n'ont plus accès à leur job, à leurs ressources naturelles et qu'ils n'ont plus confiance au gouvernement, donc ils vont vers des mouvements plus drastiques qui pensent qu'ils peuvent les aider. Donc, la crise des migrants est très préoccupante. Puis d'ailleurs, hein, ça a été un peu ça, l'hypocrisie aussi des pays du Nord. On n'a pas accès, on n'a pas tous ces drames sur nos territoires. Donc, lorsque des migrants se pointent sur notre territoire, on est plus sensible, on sait plus dans nos médias. Donc, par exemple, en Espagne, ça a été le cas cet été. Donc, ce sont les enjeux qui sont super préoccupants. Donc, merci beaucoup, Denise. Félix, je te laisserai la parole. Oui, certainement. Merci. Je pense que je peux rebondir sur quelques points qui ont été énoncés par Saba et Denise. Pour ce qui est du changement de mentalité au niveau de la politique, en tout cas municipale, dans ce qui me concerne, vu que c'est mon champ d'intérêt, je crois que ça change assez rapidement et dans la bonne direction, dans le sens d'éviter de creuser le fossé des inégalités environnementales. Donc, on a vu ça hier à la télé. On a une mairesse à Montréal qui est reconnue pour ses initiatives sociales, ses initiatives environnementales. Puis on a d'autres mairesses aussi, les maires qui ont été élus, qui sont plus jeunes, plus au fait des problématiques environnementales. Mais malgré tous ces bons mots-là que peut nous dire la mairesse Plante et d'autres, je crois qu'à mon avis, il y a 2 points qui méritent de s'attarder, donc il y a 2 écueils à éviter là, justement pour minimiser ces inégalités-là. Donc d'abord, je crois que les élus, les preneurs de décision en général, ont un gros travail à faire pour gagner la confiance des populations les plus vulnérables, notamment des plus défavorisées. Donc, je trouve que c'est difficile de se faire dire, puis ça, on le voit, il y a de nombreux articles dans la science qui sortent, c'est difficile de se faire dire pendant des années qu'on va améliorer la situation, que tel ou tel élu nous dit ça va aller mieux, et que finalement, on ne voit jamais de changement positif arriver. Ou même, on voit la même situation se dégrader. Donc, cette perte de confiance-là, c'est bien documenté, encore une fois, dans la littérature scientifique. On a aussi des bons impacts dans la vraie vie de tout ça. On empêche, on ralentit la création d'avancement de projets d'envergure. Donc, si on perd la confiance de ces communautés-là, on perd nos leviers d'action et ça devient beaucoup plus difficile de faire avancer nos projets. Bon, loin de moi l'idée de dire que c'est la faute des populations qui ralentissent ces projets-là. Non, c'est vraiment, à mon avis, aux décideurs de revoir leurs pratiques. Puis ça, je pense que ça passe notamment par les organismes communautaires, les ONG ou même la population directement. Il va falloir une meilleure représentation de ces populations, de ces communautés-là et de ces organismes à la table de décision.
Alors ça, c'est une chose, oui, de gagner la confiance, mais à mon avis, un deuxième écueil qui est digne de mention, c'est le fameux piège des bonnes intentions. Puis ça, on le voit souvent avec le verdissement. En milieu municipal, le verdissement, c'est supposé faire l'unanimité partout et sans équivoque. Donc, ce n'est pas parce qu'un élu pense qu'un projet va améliorer la qualité de vie de ses résidents, de son arrondissement, que c'est nécessairement quelque chose de bon et qui va être souhaité par ces citoyens-là. Donc, si on prend les projets de verdissement, je suis en train de, justement, en ce moment même, travailler sur une étude qui montre que les efforts de verdissement ne sont pas perçus de manière positive et homogène à l'échelle d'une population urbaine en entier. Ça démontre, entre autres, une différence significative entre les préférences de populations blanches par rapport aux populations multiculturelles quant à la configuration de la végétation urbaine. Donc, ce que ça implique, c'est que oui, c'est bien beau de vouloir planter 500 000 arbres, et qu'on veut planter d'abord où il y en a moins, mais consulter d'abord notre population pour savoir si le projet correspond à ce qu'ils veulent vraiment avoir dans leur quartier. Donc, en finissant, oui, on a un changement de mentalité qui, je crois, est positif, mais il faut quand même faire attention aux problèmes potentiels que cet engouement pour les questions environnementales est en train de nous amener. Un très bon point, Félix. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. C'est important que les bottines suivent les babines. Et il y a aussi là, ce genre d'exemple-là pour le verdissement. Ça se retrouve aussi pour d'autres projets d'envergure. Par exemple, le REM, lorsqu'on faisait des consultations publiques et tout. Donc, c'est important là, d'avoir la perception et les opinions des gens qui vont subir ces différents changements. Donc, super intéressant. Oui, Saba, je vois que tu veux rajouter quelque chose rapidement. Oui, je vais juste rebondir sur ce point que Félix a fait sur comment le verdissement peut engendrer des effets néfastes des fois. Et aussi, Denise, parlait avant des migrants. Et je pense que c'est important de voir que même si la société civile est en train d'adopter le discours de la justice climatique, ce que font les États en ce moment au niveau international, c'est qu'ils adoptent le discours de la sécurité nationale pour parler des crises climatiques, la sécurité humaine. Mais à qui ça sert? Ou à quoi ça sert? Ça sert à amplifier les budgets des armées, la réponse armée pour les changements climatiques. Et je dirais que c'est pas une approche c'est pas une approche qui favorise l'intégration des migrants ou alors il faut juste avoir je pense, méfier un peu quand on entend ce discours-là parce que ça va à l'encontre de la justice climatique. Et on voit ici au Canada, souvent, l'armée est déployée contre les peuples autochtones qui défendent le territoire. On a vu ça à Oka dans les années 90, on a vu ça avec le Coastal GasLink Pipeline et la nation Wet'suwet'en. Alors, je vais juste mentionner ce point-là ici. Ouais, c'est très intéressant. Des exemples concrets aussi de réactions politiques par rapport à différents enjeux. Donc, merci beaucoup, Saba. Je ne sais pas, Joël, si tu voulais dire quelques mots. Oui, ben moi, je suis un peu partagée sur cette question-là. En fait, je pense qu'au niveau local, puis bon, comme je connais beaucoup mieux le milieu des affaires, je vais surtout parler de ce milieu-là. Je sens qu'il y a une grande progression là, dans les dernières années de la préoccupation environnementale et qu'on est en train de bouger. Donc, je pense qu'en tout cas, à la Chambre, celle que moi je connais, certainement qu'on on peut prétendre ça. Moi, j'ai été la première étonnée il y a quelques années, juste avant que la pandémie arrive, qu'on avait débuté notre exercice de réflexion stratégique. Quand je suis arrivée avec mes idées complètement hors champ, je m'étais dit, bon, ils vont mettre dehors, tu sais, ça passera pas. Mais pas du tout, tu sais, ces gens-là, c'est des parents, c'est des grands-parents, ils ont aussi ces préoccupations-là. Ils ne sont pas complètement désincarnés de ce qui se passe, là. Ils savent bien qu'il y a une préoccupation, puis de plus en plus, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, après la pandémie, qu'avant la pandémie. Par contre, tout le monde n'était pas nécessairement en mode on passe à l'action, puis nous, on fait quelque chose avec ça. Par contre, quand j'amenais l'idée qu'on est capable, nous, de faire quelque chose avec ça, tout le monde embarquait, là. Moi, j'ai trouvé ça très, très encourageant, mais encore une fois, au niveau local. Donc, tout le monde était bien d'accord quand ça concerne notre environnement. On était tous prêts, gens d'affaires, à s'y mettre pour l'Est de Montréal, puis en faire un territoire qui est juste, équitable, avec une relance verte et durable et équitable.
Mais ma préoccupation, puis là, ça n'a rien à voir avec mon rôle à la Chambre, ma grande préoccupation est beaucoup plus au niveau global, là, parce que moi, je ne sens pas qu'on est du tout en train de se préparer à recevoir des gens qui vont avoir besoin de bouger dans les prochaines années. Mais ce n'est pas du tout mon expertise, alors je laisse les experts se prononcer là-dessus. Mais comme citoyenne impliquée, ça me préoccupe beaucoup, cet aspect-là. Merci beaucoup, Joël. L'idée aussi des dialogues, c'était justement ça, hein, d'avoir des idées, des opinions de tous les champs d'intérêt, de tous les milieux. Donc, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, on encourage les gens à donner des commentaires et des questions dans le chat. Puis on en a un, donc je vais le mentionner, donc de Steve Pronovo, alors qui te lance des fleurs, Joël. Donc, bravo, Joël, pour l'approche que tu préconises à la Chambre de commerce. Il trouve ça rafraîchissant et encourageant. Donc, d'habitude, on associe les chambres de commerce au développement économique pur et dur avec une considération marginale pour l'environnement et les aspects sociaux. Alors, j'espère que telle approche vont devenir la norme partout au Québec, c'est vital. Alors, merci beaucoup, Steve. Si les autres, si les gens qui nous écoutent en ce moment ont d'autres commentaires ou des questions, c'est le moment pour le faire tout au long du panel. Donc, merci beaucoup, Steve. Alors, merci, vous quatre, pour ces éléments de réponse fort intéressants. Donc, on rentre dans la partie du panel où on pose des questions plus pointues, hein, pour chacun des panélistes. Donc, voilà, pour Saba, commençons avec toi. Une petite question sur une question de nature politique. Alors, le racisme environnemental est un des enjeux majeurs de la lutte climatique. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement fédéral face à ça? Est-ce qu'on en est satisfait? Et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la loi C-230? Merci, Charles. Alors, le racisme environnemental est une dimension de l'injustice environnementale. Ça fait référence à la tendance historique en Amérique du Nord de localiser les sites industriels, les dépotoirs et autres activités qui posent des dangers à l'environnement et à la santé humaine près des communautés autochtones et noires. Alors, la gouvernance environnementale et les règlements de zonage, non seulement au Canada, mais aux États-Unis, ont souvent été déployés contre les intérêts des communautés noires et autochtones. Parmi les cas canadiens, les mieux connus, citons le regroupement d'industries chimiques de l'Ontario, ce qu'on appelle en anglais Chemical Valley, qui entoure la Première Nation d'Amjinang, et les sites de déchets dangereux de la Nouvelle-Écosse dans l'historique Africville, une ville qui n'existe plus et qui était largement peuplée par des Écossais, Nouvelle-Écossais d'origine africaine. Alors, le projet de loi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait? Pas grand-chose, parce que disons que on n'en vaut pas ici, comme aux États-Unis, une traduction de ramasser des données, d'étudier cette question de racisme environnemental. Dans le dernier Parlement, il y a un projet de loi qui a été déposé, le C-230, qui obligerait le ministre de l'Environnement à recueillir des informations sur les lieux où se trouvent les dangers environnementaux, ainsi que sur les impacts négatifs pour la santé dans les communautés qui sont touchées, et examiner le lien entre la race, le statut socio-économique et le risque environnemental. Alors, on espère que ce projet de loi sera réintroduit au Parlement cette année. Et s'il est adopté, le projet de loi exigerait également que le ministre élabore une stratégie pour remédier au racisme environnemental et qui prépare des rapports réguliers au Parlement. En ce moment, c'est un angle mort de notre politique climatique qui a été fortement critiqué aussi par des groupes autochtones parce que ça ne met pas un accent sur les problèmes qui sont vécus par ces communautés-là. Donc, en soi, on ne faisait pas grand-chose au fédéral, mais donc cette loi-là, par contre, elle est bien accueillie. J'imagine que c'est une bonne nouvelle, somme toute. Oui, on ne peut rien faire si on n'a pas l'information. Puis Félix, je pense qu'il peut nous parler de la collecte des données au niveau municipal, mais je sais que quand on a eu la dernière commission sur le racisme systémique à Montréal, un des constats dans le rapport, c'était que on n'a pas beaucoup d'informations reliées à cette information. Les études qui ont été citées datent de 2012, 2016, je pense, fait que au moins au Québec, si ça existe, c'est pas très bien connu. Et ailleurs au Canada, je pense ça a été beaucoup plus étudié, disons.
Aux États-Unis, ça fait des années, ils ont institutionnalisé la justice la justice environnementale en créant un comité, non seulement au niveau du cabinet, mais au niveau des agences pour interagences. Pour que le gouvernement, dans ses politiques, intègre une approche ancrée sur la justice environnementale. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est un début, un bon début pour le Canada aussi, ce projet de loi, d'avoir une stratégie. Oui, effectivement, c'est un pas dans la bonne direction, comme on dit. Hein? Puis, on parlait tantôt de la justice climatique. Est-ce qu'elle est assez présente dans l'espace public? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup comme débat? Puis, le terme racisme environnemental est un mot qu'on entend vraiment peu. Hein? Donc, d'où l'importance d'en parler un peu pour qu'on puisse un peu éduquer les gens sur c'est quoi, puis comment on peut y remédier. Donc, merci beaucoup, Saba. Alors, ici, j'ai une question pour Denise. Quelles sont les populations les plus impactées par la crise climatique et comment ces populations sont-elles impactées? Ces populations vulnérables et les impacts qu'elles subissent sont-ils les mêmes au Québec et dans les pays du Sud? Je pense qu'on en a parlé de toutes sortes de façons, du fait qu'il y a certaines personnes qui, largement les gens qui sont dans les communautés plus pauvres. Et ça peut être autant au nord, on l'a vu à Montréal, certains quartiers, que dans les pays du Sud versus des pays plus riches. Ce sont largement les personnes, et à l'intérieur de ça, on va voir les femmes, les jeunes, les personnes autochtones qui sont encore touchées encore plus, qui subissent encore plus les impacts à cause du rôle qu'ils jouent dans la société. Les femmes sont beaucoup dans les soins. Donc, quand il y a des problèmes climatiques, quand il n'y a pas assez d'eau, ce sont les femmes qui doivent s'occuper de ces questions-là. On l'a vu dans la COVID d'ailleurs, cette inéquité de qui s'occupe des gens quand ça ne va pas. Pour les jeunes aussi et pour les communautés autochtones. Puis je peux donner quelques exemples plus concrets pour illustrer. Donc, les jeunes, où sont les jeunes dans le monde? La majorité des jeunes vivent dans les pays en Afrique, en Asie, dans les pays où on a encore une population majoritairement en bas de 40 ans. Ce n'est pas le cas chez nous, on est en train de vieillir puis on ne renouvelle pas. Donc, même ici, on voit que ce sont les communautés autochtones qui croient plus vite que les autres communautés canadiennes. Et dans les pays où on vit de l'agriculture à 80%, la plupart des gens vivent de l'agriculture, les jeunes s'en vont directement prendre les terres de leurs parents et continuer. Mais face au changement climatique, les capacités de se nourrir avec cette terre-là diminuent de plus en plus. Et ces jeunes-là n'ont pas donc un avenir qui peut être garanti comme leurs parents et leurs grands-parents pour au moins subvenir à leurs besoins de base. Donc, pouvoir se nourrir, pouvoir s'occuper de leur famille de façon adéquate. De plus en plus, les sécheresses, les inondations, les tempêtes aussi obligent les jeunes à quitter l'école pour travailler, pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, quand les familles n'ont plus les moyens de cultiver à l'année parce qu'il y a trop d'aléas climatiques et les pluies ne viennent plus, les jeunes sont forcés de s'expatrier vers les villes et travailler pour des compagnies minières, par exemple, canadiennes, qui sont assez nombreuses dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, entre autres, dans des conditions très dangereuses pour leur santé, parce qu'ils ne peuvent plus vivre. Donc, ça gonfle les villes avec des jeunes aussi qui travaillent dans des job-ins qui ne payent pas bien et qui les gardent dans une situation difficile. Puis finalement, je mentionnerais, ça a été évoqué par Saba tantôt, mais la violence et le militarisme, excusez-moi, lié à ça, parce que souvent, les défenseurs des terres dans les communautés autochtones sont les femmes, beaucoup, surtout dans les pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, ce sont les femmes. Elles sont là pour protéger leur territoire et les peuples autochtones représentent 5% de la population, mais 80% de la biodiversité sur la Terre se situe sur leur territoire traditionnel. Donc, ils sont des garants de protéger ces écosystèmes. Mais quand elles veulent protéger ces terres, elles subissent une violence des armées, des groupes armés qu'on embauche, les compagnies embauchent pour les déloger de là pour avancer leurs projets, pour les agrobusiness, les industries extractives, et qui eux-mêmes aussi font de la déforestation et renforcent le changement climatique. Mais elles sont victimes de violences et perdent leur vie aussi dans ces contextes-là. Donc, c'est juste quelques façons pour démontrer comment ces groupes de personnes sont beaucoup plus affectés par les changements climatiques dans leur vie au quotidien. Donc, il y a un grand besoin de solidarité
dans les mouvements environnementaux et de diversifier les mouvements parce que les mouvements restent dans le Nord largement blancs, il faut le dire. Il y a un travail à faire pour vraiment comprendre la réalité de tout le monde puis avoir tout le monde qui cherche des solutions ensemble. Merci beaucoup, Denise. Super intéressant aussi d'avoir tout le temps cette perspective internationale puis les différences qui se retrouvent là, dans les différents pays dans le monde. Donc, de voir aussi là, que ce sont souvent les femmes qui se lèvent pour défendre leur territoire, c'est assez incroyable de réaliser tout ça. Donc, merci beaucoup. Une question pour Joël. Je sais qu'on en a un peu parlé tantôt, mais on parle de vision. La vision de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal sur la justice climatique. Tu sais, on parlait de comment vous allez contribuer à avoir du renouveau au sein de la Chambre, mais est-ce qu'on parle des exemples de racisme environnemental, par exemple, subi par les communautés dans l'Est de Montréal? Oui, on en a parlé un petit peu aussi, mais comment est-ce que la Chambre compte régler ces problèmes-là, les adresser vraiment sur le terrain? Oui. Ben, je ne veux pas revenir sur les exemples parce je pense que Félix et moi, on en a parlé déjà de ce que les gens du secteur de l'Est peuvent vivre, qui est différent de d'autres secteurs, soit ailleurs dans des quartiers plus favorisés ou même ailleurs au Québec. Par contre, tu sais, la Chambre seule, ce qu'elle peut faire pour pouvoir faire avancer la cause puis faire changer les choses, ben, c'est surtout d'être une voix. Hein? Il faut qu'on concrétise, dans le fond, cette vision-là en plan d'action, puis qu'on s'assure que dans nos prises de position, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt, qu'on tienne compte de l'ensemble des parties prenantes, qu'on tienne compte autant du social, de l'environnemental et pas seulement de l'aspect économique dans nos prises de position. Ça, c'est une chose. Par contre, nous, on va aller plus loin que ça. On veut être dans l'action. Puis pour ça, bien entendu, on aura besoin d'aller chercher des alliés, tant au niveau municipal que les différents paliers gouvernementaux, puis des partenaires. Je pense que le terrain est très... c'est propice à ça en ce moment, je pense. Là, Félix le mentionnait à quelques reprises, on l'a vu avec les résultats des élections, mais je pense qu'on est rendu là à vouloir changer les choses. Je pense qu'après, ça prend les bonnes actions. Moi, ce que j'ai envie juste de vous mentionner par rapport à ce que nous, on peut faire au niveau municipal, puis concrètement, sur le territoire de l'Est de Montréal, là, il y a un enjeu, si on veut parler de justice climatique, puis pas seulement de changement climatique. Il y a tout l'enjeu quand même de l'aspect de la pauvreté et de s'assurer que les gens qui vivent sur le territoire de l'Est de Montréal aient un niveau de vie qui soit équivalent que partout ailleurs finalement. On n'est pas encore là. Hein. Je vais juste vous donner quelques petites statistiques. Là, le taux d'activité quand même en période de pénurie de main-d'œuvre, beaucoup moins élevé que dans le reste de la grande région de Montréal. C'est une étude qu'on a faite très récemment, d'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir ces données-là. Là, c'est une étude qui est disponible. Le taux d'activité est moins grand, le taux de chômage est bien entendu plus élevé. C'est 27,7% de la population qui est issue de l'immigration. On sait à quel point ça a un impact sur le fait d'avoir accès à un travail de qualité et un revenu aussi comparable. Donc, le taux de diplomation est moins élevé, les revenus moyens sont moins élevés. Le temps de déplacement pour se rendre au travail n'a pas d'allure. Ça aucun sens. Donc, je pense que s'il y a 3 axes sur lesquels on pourra définitivement travailler pour faire en sorte de rétablir cet équilibre-là en ayant l'appui des partenaires, bien, il y a tout l'aspect de la mobilité. On a des enjeux de mobilité là, dans l'Est, là, on ne l'apprendra pas à personne. Si on veut qu'on réduise l'effet des GES, mais permettre à ces gens-là d'aller travailler ou aller à l'école dans un temps qui a du bon sens. Ça prend des moyens de transport qui permettent ça. Une meilleure intégration aussi des populations immigrantes au marché du travail. On a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis l'éducation aussi, en fait, sur le territoire de l'Est, là, on a besoin d'augmenter l'offre au niveau des études supérieures, si on veut un taux de diplomation qui est plus élevé, ça augmente, on le sait, le niveau de vie par la suite. Donc, c'est des éléments sur lesquels on peut travailler, nous,
dès maintenant pour faire en sorte qu'on vienne diminuer les effets qu'il pourra y avoir en termes de justice, point, je pense. Merci beaucoup. C'est super précis. Puis là, la mobilité dans l'Est, on en a entendu beaucoup parler, mais les autres enjeux, malheureusement, ce sont les enjeux qu'on n'entend pas beaucoup parler. Qui sont extrêmement importants. Donc, l'importance de l'inclusion, puis de s'assurer que oui, on veut diminuer nos gaz à effet de serre, on veut réduire notre empreinte, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des personnes, il y a des familles, il y a des gens qui sont extrêmement touchés par ça. Donc, c'est important que tout le monde ait accès aux mêmes chances. Donc, c'est important de garder ça en tête lorsqu'on parle de discours environnemental, mais aussi social. Donc, merci beaucoup, Joël, c'est super intéressant. Une question pour toi, Félix. Les initiatives vertes sont parfois vues comme bourgeoises ou inatteignables ou inaccessibles pour les populations marginalisées ou défavorisées. En tant que scientifique et expert, j'aimerais bien t'entendre sur les outils dont on dispose pour rétablir l'équilibre entre les différentes communautés ou pour s'assurer que les communautés les plus marginalisées soient plus résilientes vis-à-vis des aléas des changements climatiques. Avez-vous des exemples d'avancées écologiques qui peuvent se faire au détriment du bien-être de certaines communautés? Inversement, est-ce qu'il existe des solutions, des innovations vertes concrètes qu'on peut utiliser dans les différentes municipalités? Oui, bon, c'est une grosse question. Oui, c'est assez complexe. Plein d'éléments. Ben oui, c'est excellent. Puis je vais rebondir sur quelques éléments qu'a mentionné Saba et aussi Joël. Saba en particulier a mentionné le problème des inégalités environnementales dans la distribution, par exemple, des usines ou des grands pollueurs. Donc, ça ici, c'est un type d'inégalité environnementale, mais on a aussi, on a aussi la distribution de ce qui rend notre environnement intéressant, qui est également distribué de manière inégale sur un territoire. Mais là où je veux en venir, c'est en particulier dans les pays du Nord, il se produit un phénomène de gentrification. Gentrification qui est en fait un anglicisme pour embourgeoisement. Donc, si vous me pardonnez de mon anglicisme, c'est une déformation professionnelle. Donc, ça se produit quand un quartier historiquement pauvre, souvent en tout cas dans le Nord, à Montréal, un quartier historiquement ouvrier est graduellement repris par une population plus aisée. Puis, on va alors constater que les populations d'origine, après un certain temps d'augmentation des loyers ou des prix des maisons par ces personnes-là plus aisées, ils pourront plus se permettre de rester là et ils vont être déplacés ailleurs. Et où vont se déplacer ces populations-là? Eh bien, déjà qu'ils restent dans un quartier plutôt pauvre, généralement gris, ou peut-être même à proximité d'un site hasardeux comme une usine, ils vont se déplacer vers un autre quartier où les loyers sont encore moins chers, ce qui se traduit donc par des logements désuets, excentrés, plus pollués, plus bétonnés, etc. Donc, traditionnellement, on disait que la gentrification, c'était causée par des artistes ou des étudiants. Toujours la faute des artistes ou des étudiants. Ce n'est pas tout à fait faux, mais on y viendra. Les artistes, ça contribue à créer une ambiance qui était créative, dynamique, ce qui finit par attirer des gens qui sont prêts à payer davantage pour avoir cette ambiance-là. C'est ce qui est arrivé, par exemple, sur le plateau Mont-Royal dans les années 70-80. Ensuite, il y a aussi les étudiants qui vont adopter un quartier, qui vont être attirés là par peu d'autres choses que le fait que les loyers ne coûtent pas cher. Ils peuvent aussi causer un phénomène de gentrification, alors que le quartier, au fil du temps, va s'adapter aux besoins de cette population-là. Donc, je vois la construction du nouveau campus 1000 de l'Université de Montréal, par exemple, comme un puissant vecteur de gentrification de Parc Extension, qui est l'un des derniers quartiers centraux de Montréal où on trouvait une population cosmopolite et des loyers abordables. D'après moi, ça, dans le futur, on va le voir, il va y avoir gentrification de ce quartier-là. Mais maintenant, il y a également un autre phénomène, donc celui que je voulais amener avec ce prélude, qui est la gentrification verte. Donc, c'est un type de gentrification qui, à mon avis, est encore plus pervers que les deux précédents, parce que les mécanismes, qui est plus pervers que les mécanismes que je vous ai expliqués précédemment, parce que la gentrification verte émane de décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics et non par des décisions d'individus. Quand la ville décide de construire un parc dans un quartier défavorisé en justifiant ces actions-là par des formules comme, par exemple, cette population vulnérable n'a pas assez d'espace vert, on va y en construire un, ou les rues grises de ce quartier-là vont bénéficier de plantations, ça devrait nous lever le flag, si vous me permettez l'expression. On impose ici un projet supposément bénéfique à une population qui ne l'a pas demandé. On revient au piège des bonnes intentions que je vous disais tantôt. On sait aussi que les espaces verts font augmenter le prix des maisons. Puis ça se produit inévitablement dans les quartiers où on l'a fait. Il y a eu des grosses études qui ont eu lieu à Brooklyn. Donc, Brooklyn, quartier populaire par excellence à New York, dans les années 90, où on a revitalisé des parcs.
donc un grand parc, le parc central à Brooklyn, je ne me rappelle plus le nom. Et on a également revitalisé le canal très pollué qui passait là. Ça a propulsé le prix des propriétés et ça a rendu le quartier inaccessible à sa propre population d'origine. Donc, Brooklyn est maintenant gentrifié et sa population est relocalisée dans d'autres quartiers, donc c'est éparpillé un peu partout, dans des quartiers plus excentrés, qui empêche justement, comme Joël disait, aux gens finalement de se rendre au travail et d'avoir assez d'argent pour avoir une vie qui va être un niveau de vie acceptable par rapport à ce qui se passe ailleurs dans la ville. Donc, comme la gentrification, verte ou autre, cause nécessairement un creusage des inégalités, il faudra à tout prix éviter de causer cette situation-là à Montréal. Ou ailleurs au Canada, là, cela dit, il faut juste éviter de créer ce phénomène-là. Il y a vraiment beaucoup de travail pour arriver là en amont, donc en amont d'un projet de verdissement pour limiter le phénomène. Alors oui, il existe des solutions qui relèvent de mesures sociales, comme la mobilisation de groupes citoyens. À mon avis, c'est l'une des plus pertinentes et des plus utiles pour justement exprimer le point de vue des résidents. Donc, le point de vue des résidents qui est généralement... excusez, j'ai été distrait par le commentaire ici de Louis. Alors, il existe des solutions qui relèvent de mesures sociales et d'autres aussi qui relèvent de mesures plutôt économiques, qui est, par exemple, l'imposition d'une limite sur l'augmentation des loyers après l'implantation d'un parc ou une autre infrastructure naturelle qui a possibilité de créer de la gentrification. Ça, ce sont deux mécanismes qui ont été testés ailleurs et qui fonctionnent et qui, à mon avis, devraient être implantés à Montréal dans le cadre d'initiatives qui potentiellement vont créer de la gentrification, comme le Campus 1000, comme le REM, comme d'autres parcs, etc. On me dit ici, Jacqueline, que ça touche Rosemont. Ça touche Rosemont, en effet. Beaucoup de quartiers à Montréal, particulièrement les quartiers centraux qui sont proches des transports en commun et qui ont une infrastructure verte qui est en train de se bonifier, devraient se gentrifier dans le futur. Puis c'est très triste, mais bon, il faut amener les ONG et les résidents à la table de discussion. Merci beaucoup, Félix. C'est un concept qui est extrêmement complexe, mais qu'on voit là, vraiment partout là, sur l'île de Montréal et partout dans le monde. Donc, merci pour ces exemples très poignants. Je suis le maître du temps, donc il nous reste 20 minutes. Donc, pour les prochaines questions, on va essayer de faire ça rapidement. Pas trop rapidement non plus. Là. On aime bien avoir des propos avec des exemples et tout. Donc, simplement pour vous rappeler qu'il nous reste 20 minutes. Alors, j'ai une question. On est dans la partie de questions en duo, qui a fait de créer un dialogue là, entre deux personnes à la fois. Une question pour Denise et Saba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le principe d'intersectionnalité agit au cœur du racisme environnemental et quels sont les groupes les plus impactés? Est-ce qu'il y a des moyens pour réduire ce fardeau multiple subi par les groupes mentionnés? Alors, peut-être que Denise pourrait nous parler plus au niveau international et Saba là, plus au niveau canadien. Saba, je te laisse la parole. OK. Bon, je vais essayer de vous donner un exemple assez spécifique. On parle beaucoup de l'électrification. C'est nécessaire pour la transition écologique. En même temps, il y a aussi des enjeux liés à l'électrification. Par exemple, il y a eu une étude, je pense, par des chercheurs à Harvard en 2016. Ils ont évalué à peu près une série de projets d'hydroélectricité au Canada qui étaient soit en construction, soit proposés. Puis ils ont trouvé que 90% de ces projets-là posaient un risque d'empoisonnement par le méthyle de mercure aux communautés autochtones. Maintenant, le mercure, ça existe dans le sol naturellement, mais quand on inonde des territoires pour créer ces barrages et tout, ça devient le méthylmercure et puis ensuite, c'est transposé dans les mammifères aquatiques et les poissons. Alors, c'est qui mange cette nourriture traditionnelle? Ce sont les communautés autochtones. En plus de ça, ceux qui sont les plus impactés sont les femmes. Et le méthylmercure, ça a un impact sur le développement neurologique des enfants. Alors, ça pose des risques intergénérationnels. Alors, voici un exemple d'une industrie où non seulement être autochtone te met à plus grand risque, mais le fait d'être une femme autochtone te met encore plus impacté par le développement de
ces barrages. Alors, juste en général, je dirais que l'intersectionnalité, partout dans le monde, les femmes sont vraiment surreprésentées dans les emplois les plus précaires, mal payés, non payés, avec moins d'accès au crédit, moins d'accès aux droits territoriaux et moins d'accès aux structures décisionnelles. Alors, je pense que c'est là que c'est évident que non seulement être faisant partie d'un peuple racisé te met dans certains cas je dirais que les femmes racisées sont encore comment dire ça, je cherche le mot, sont plus impactées, disons. Merci. On a encore beaucoup de travail à faire, hein, c'est ce qu'on remarque. Donc, merci beaucoup, Saba. Denis, je te laisse la parole. Allez, moi aussi, je vais aller dans un exemple concret, c'est le plus simple. Puis je pense que l'intersectionnalité, c'est de comprendre comment différentes exclusions se mettent ensemble pour vraiment exclure quelqu'un encore plus ou rendre son fardeau pour accéder à des services ou d'autres choses plus difficiles encore. Donc, moi, je vais parler un petit peu de la communauté LGBTQ+, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Mais nous, on travaille beaucoup dans les contextes où il y a eu des événements climatiques, des ouragans et autres, et on organise des services de réponse d'urgence, donc d'abri, de nourriture, d'eau potable, etc. Et entre autres, on a travaillé en 2020 avec des groupes de personnes dans les îles Fidji, Tonga, où il y a eu 2 ouragans coup sur coup. Et on avait un partenaire qui est un organisme de défense des droits LGBTQ. Et ce qu'ils ont soulevé, c'est que l'État a organisé les services de réponse avec les églises, parce que les églises sont très présentes dans la communauté, et avec les organismes internationaux liés à ces églises-là. Il y a beaucoup d'ONG internationales qui sont à vocation religieuse. Et donc, les personnes LGBTQ se refusaient, surtout les transgenres, les gens qui c'était plus évident leur situation pour les gens qui donnaient l'aide dans les églises, se faisaient refuser les services, l'accès aux centres d'évacuation, la distribution de nourriture, au motif que Dieu les avait punis pour leur style de vie. Donc, c'est juste un petit exemple de quand, dans un contexte de désastre climatique, les besoins de chaque personne doivent être considérés et comment les différentes oppressions peuvent se mettre ensemble pour empêcher l'accès aux services pour des gens qui, à première vue, peut-être, on dit c'est un homme, il va avoir pas de problème, mais il y a d'autres enjeux. C'est un homme autochtone, comme ça va dire, c'est une femme racisée, c'est un homme qui est transgenre ou autre, et ça fait qu'ils n'ont pas les mêmes services ni les mêmes accès. Donc, ce sont des enjeux très importants d'avoir cette analyse et de comprendre comment les différentes oppressions affectent différents groupes de personnes. Merci beaucoup, Denise. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce groupe-là, donc c'est super intéressant d'avoir cette optique-là. Merci beaucoup. Donc, une question pour Félix et Joël. Ici au Québec, comment pouvons-nous régler à court terme certains des problèmes exposés? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? C'est encourageant? Est-ce qu'on a beaucoup de travail à faire? On le sait, mais quand même, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Il semble en tout cas avoir un plus grand intérêt là, chez le milieu économique et scientifique sur ces enjeux-là, ce qui est encourageant. Donc, est-ce qu'il y a des ponts à construire entre ces secteurs-là ou d'autres secteurs? Donc, on voit un engouement. Là, donc, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Oui, Joël, si tu me permets de commencer? D'accord. Ben, je pense que Joël aussi, tu vas nous arriver avec des solutions plus pratico-pratiques aux problèmes. Puis je trouve ça fascinant, puis j'ai hâte d'entendre ta réponse aussi. Mais en tant que chercheur, je suis au courant de certaines initiatives qui ont été prises dans d'autres villes pour limiter l'expansion du fossé des inégalités environnementales, donc en ville. Tantôt, je vous parlais de Brooklyn. Ben, Brooklyn, a été fortement gentrifié. On a causé une inégalité à cet endroit-là, mais il y a un des sous-quartiers de Brooklyn dont le nom m'échappe, qui était un lieu où il y avait une communauté hispanophone qui est tissée serrée, donc avec une forte cohésion sociale. Et à cet endroit-là, ils ont réussi à militer et donc éviter la gentrification de leur quartier, en tout cas en bonne partie. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont ligués entre eux et ils ont amené leur point de vue à la table de négociation. À cet endroit-là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un promoteur qui voulait construire des tours à condos de luxe, parce que ça se gentrifie Brooklyn, donc on veut construire des condos de luxe parce que là, ça prend de la valeur. Mais cette communauté-là a réussi à mettre les points sur les i et dire que, ben non, nous, si vous voulez construire ça, OK, mais ça va nous prendre telle et telle chose. Puis eux, ce qu'ils ont demandé, c'est par exemple de garder en priorité certains logements abordables pour les gens du quartier, donc qui étaient déjà là.
Donc, on voit ça, on en parle souvent en ce moment à Montréal, de garder des logements abordables, mais dans ce cas-là, on parle de logements véritablement abordables qui ont su permettre à cette communauté-là de rester en place. Ils ont également dit, nous, on ne veut pas que vous vous appropriez le bord de l'eau, parce que c'était à Brooklyn, c'est sur le bord de l'eau. Donc, il va falloir que sur votre complexe de condos, ça soit accessible également à notre communauté et à toute la population de Brooklyn et de New York. Donc, ça faisait partie de leur revendication et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Parce que, justement, il y avait cette cohésion-là. Puis, il y a également un autre exemple qui me vient en tête, qui est Los Angeles. À Los Angeles, un quartier, encore une fois, j'oublie le nom, mais qui a su mettre sur pied un système de plafond pour les loyers. Donc, eux, ils l'ont vraiment fait. Qui monte un système qui va empêcher l'augmentation au-delà d'un certain pourcentage, donc qui ne dépassera pas l'inflation ou je ne sais trop quoi. Et ça pour 10 ans, suivant l'implantation d'un espace vert ou d'une autre mesure environnementale. Donc, pour ce qui est des ponts qui sont à construire avec le milieu scientifique puis le milieu des ONG, par exemple, ou même des chambres de commerce, pourquoi pas, je crois qu'il y a des liens qui pourraient être pertinents d'avoir. J'ai l'impression que les chiffres que peuvent sortir les chercheurs sur divers aspects de la question sont parlants. Donc, font peut-être avancer les choses dans la direction où on veut l'enligner. Donc, ça pourrait être pertinent. Mais aussi, le problème avec la science, c'est que c'est généralement pas mal plus lent que les initiatives citoyennes. Alors, à mon avis, il y a un arrimage ici à faire entre ces initiatives-là, autant citoyens qu'économiques, avec le milieu de la recherche. Mais je pense que l'arrimage pourrait être vraiment payant. Merci beaucoup, Félix. Oui, Joël, si tu voulais renchérir, je te laisse la parole. Oui, je l'adore, cette question-là, la question des ponts. Clairement, je pense que si on veut y arriver, si on veut remonter la pente, si on veut réaliser des objectifs qu'on veut se fixer pour surmonter cette grosse montagne-là collectivement, il va falloir qu'on s'y mette tous puis qu'on travaille ensemble. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je sens, c'est que la communauté des affaires, elle est là, elle est prête, puis il va falloir justement travailler avec des experts, avec les gens qui font la recherche, mais aussi ceux qui connaissent les solutions à mettre en œuvre pour réaliser une vision. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'arrive avec une vision qui semble être partagée par la permanence de la Chambre, par les membres des comités avec qui on a travaillé jusqu'à maintenant. Après ça, comment on va mettre cette vision en œuvre-là? Le concret, tu sais, moi, j'ai parlé de 3 grandes avenues là, en termes de mobilité, l'éducation, l'intégration des immigrants. Mais après ça, comment on y arrive concrètement avec des actions? Bien là, c'est la réponse qu'on n'a pas nécessairement à cette étape-ci, puis que nous, on va aller chercher auprès des gens qui s'y connaissent, qui sont les experts. Mais c'est un message, moi, que j'ai envie de lancer aujourd'hui, puis je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui viennent plus de l'entrepreneuriat ou juste de citoyens qui ne sont pas nécessairement impliqués dans la lutte environnementale jusqu'à maintenant. Ben, ça vaut la peine de faire cet investissement-là. Ça a été mon cas. Moi, je me considère comme une entrepreneur sociale qui a tout le temps eu des préoccupations au niveau social. Plus récemment, dans les dernières années, j'ai rajouté une grande préoccupation au niveau environnemental. Puis, c'est au sein d'une chambre de commerce que j'ai senti que j'étais capable de faire la plus grande différence que je pouvais avoir comme impact, plus que d'aller m'impliquer dans vos organisations où vous avez déjà un paquet de gens qui sont conscientisés et qui poussent dans la même direction. Alors, j'ai envie de lancer le message d'investir les autres organisations qui sont peut-être moins naturellement associées à cette façon de voir les choses-là. Le fruit est mûr. Alors, lançons-nous, allons-y. Si ça a fonctionné pour moi, ça peut certainement fonctionner pour d'autres également. Merci beaucoup, Joël. C'est super intéressant. Vraiment, là, il faut qu'il y ait une convergence dans les différents milieux. C'est inévitable si on veut vraiment s'assurer d'adresser la justice climatique et les différents enjeux de changement climatique auxquels on fait face en ce moment. Je vois que le temps file. Je laisserai peut-être la parole à Saba et Denise pour revenir sur ce point de convergence-là. Je pense que l'important d'avoir
de ce panel-là et de tous les panels qu'on présente dans les dialogues, c'est d'avoir différents points d'opinion, d'avoir différentes visions pour s'assurer qu'on représente vraiment l'ensemble du spectre. Et puis, je pense que ce serait intéressant d'avoir la vision de Saba et Denis sur ce que Félix et Joël viennent de discuter. Est-ce que, Saba, tu voudrais commencer peut-être un peu sur l'importance d'avoir une convergence entre les différents milieux? On a ici d'ailleurs une représentation du milieu scientifique, commercial, de justice pure et dure et vraiment environnementale. Fait que je trouve qu'on a une belle diversité. Donc, quelle est l'importance pour toi, Saba, d'avoir cette convergence dans les différents milieux pour adresser les enjeux de justice climatique? Oui, je pense que cette convergence est critique. C'est important qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions. Je peux penser, si je pense à Oxfam, je pense aux droits humains. La Fondation Suzuki travaille sur la protection de l'environnement. Est-ce qu'on peut véritablement parler de la protection environnementale sans toucher aux droits humains? Moi, je suis avocate et je faisais le droit commercial. Alors, je sais très concrètement, on a des changements qu'on doit mettre en œuvre dans nos instruments économiques. Juste pour donner un exemple concret, les décideurs, il y a presque une centaine ou plus qu'une centaine de gouvernements à la COP en ce moment qui ont énoncé qu'ils vont arrêter la déforestation d'ici 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut regarder nos chaînes d'approvisionnement. Quels sont les produits qui mettent à risque les forêts? C'est l'huile de palme, le sucre, le caoutchouc. Il y a tellement... Alors, c'est intrinsèquement économique, cette question-là, l'environnement et l'économie. Les chercheurs, on sait que si on n'a pas les recherches, on peut pas prendre des décisions éclairées. Alors, je trouve que c'est tout relié et je suis vraiment contente de vous retrouver sur ce panel, en fait. Merci beaucoup, Saba. Tout à fait. Hein, je pense que tout le monde amène son grain de sel, puis c'est important. Je pense que sans ça, on n'aurait jamais les ressources qu'on a en ce moment, puis les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Denise. Ben, j'abonde dans le même sens. Je pense que la question des changements climatiques, de la justice climatique, ce sont des enjeux planétaires. Le COVID nous a démontré qu'on ne peut pas régler un problème planétaire en travaillant juste dans notre coin, en le réglant juste dans notre coin. Il faut qu'on travaille partout. Donc, nous, Oxfam, quand on a décidé qu'on voulait, quand on a vu qu'il fallait travailler sur les questions climatiques parce que ça touchait les gens avec qui on travaillait, on s'est dit, mais naturellement, il va falloir qu'on s'approche du mouvement environnemental au Canada, comprendre qu'est-ce qu'ils font, amener les voix des gens avec qui on travaille dans leur lutte aussi pour qu'elles soient représentées. Puis si je pense à l'économie, je me dis, de plus en plus, on voit des groupes d'investisseurs qui deviennent des actionnaires de compagnies, puis ils vont faire de la pression sur les compagnies pour changer leurs propres pratiques ou d'enlever leur investissement, leur fonds de retraite des banques qui investissent dans les énergies fossiles. Ce sont des moyens citoyens très forts. Si on a un mouvement fort de gens qui enlèvent tout leur argent dans les banques qui investissent dans les énergies fossiles, les banques, ils vont changer de façon de faire. Donc, on a besoin de tout. Puis, évidemment, les données de la recherche sont fondamentales pour nous parce que quand on parle au gouvernement pour les convaincre de changer, il faut leur donner des données probantes. Et c'est ça qui va parler aux décideurs. Donc, je pense que c'est peut-être ça qu'on doit renforcer davantage parce qu'on a tendance à être pris dans nos enjeux, chacun de notre côté, mais de mettre tout ça ensemble, c'est fondamental pour trouver des solutions qui répondent à l'ensemble du problème. Oui, merci beaucoup, c'est super. Tout à fait. Hein. On a ici quatre milieux qui sont dans le panel, mais il ne faut pas oublier l'importance des gouvernements, mais aussi l'importance de chacun d'entre nous. Alors, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, chaque personne peut contribuer, que ce soit dans nos perceptions, dans la façon qu'on parle, dans la façon qu'on pense, dans la façon qu'on exprime nos opinions, mais aussi dans la façon qu'on achète, qu'on vend. Bref, on a tous notre part à jouer, donc c'est super important de vraiment prendre part et prendre des actions pour contrer les effets néfastes des changements climatiques et d'arriver avec une justice climatique pure et dure. Donc, merci à vous quatre. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si on a des questions. Si on en a, ça serait le bon moment pour le faire. Alors, Gaïa, si jamais on a des questions, me faire signe. Je peux vous promouvoir panéliste si vous levez la main. Comme ça, vous pourrez ouvrir votre micro et votre caméra. On a abordé énormément de choses, donc je peux comprendre que c'est difficile de trouver une question, mais si vous en avez une, n'hésitez pas à le faire. Alors, je vais vous laisser peut-être un petit 5 secondes. Et voilà.
Bon, ben alors, je crois qu'on a bien répondu aux différentes questions, puis ça a été très clair avec des exemples concrets. Donc, merci infiniment à tous et à toutes pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié cette riche discussion. On apprécierait là, si vous pouviez prendre 2 minutes pour remplir le formulaire de satisfaction dans le chat afin de poursuivre nos efforts d'amélioration. Également, n'hésitez pas à rejoindre le Forum des dialogues pour le climat en cliquant sur le lien à cet effet dans le chat. Alors, Félix, Denise, Joël et Saba, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ce fut une excellente conversation et merci beaucoup de m'avoir permis d'animer cette conversation. Donc, merci à vous quatre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bye.